Je crois qu'il est temps d'aborder maintenant un autre versant, qui est celui des managers, les stratégies managériales face au conflit. Merci Baptiste de nous entretenir de ce sujet. Bien, merci d'abord de cette invitation. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir restituer un peu les résultats de nos travaux de recherche en dehors de la seule sphère académique. Et c'est bon, ça va plus bouger. Et donc effectivement, je vais vous parler à présent, alors bien sûr, des stratégies managériales mises en place pour contenir, prévenir les conflits collectifs en particulier dans les entreprises, mais en revenant d'abord sur la manière dont se transforment les formes de la conflictualité dans l'entreprise pour essayer précisément de penser les deux ensemble. Et en particulier, je vais peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant, c'est-à-dire cette idée d'absence de conflit. Parce que avant de penser et de revenir sur les questions des pratiques managériales, je pense qu'il est toujours nécessaire, en particulier pour un public militant, de se débarrasser d'un ensemble d'illusions, de préjugés, de représentations toutes faites de l'état du monde salarial et de la conflictualité au travail, qui empêchent, à mon sens, de voir les résistances qui continuent de s'exprimer dans les entreprises et qui empêchent du coup de penser quelles sont les difficultés, parce qu'elles sont réelles, quelles sont les difficultés objectives du travail syndical, de l'organisation de l'activité syndicale. Alors quand on parle de conflit en France, il y a toujours deux écueils. Celui de présenter, de considérer que la France est une exception en matière de conflictualité, que c'est le pays de la grève par excellence, impossible à réformer. Bon, ça c'est des discours que vous entendez à peu près tous les jours sur les grandes ondes, qui tient pour partie à l'histoire des relations sociales en France. Puis il y a l'autre discours qui me paraît plus important de discuter ici, qu'on entend beaucoup véhiculé dans le monde académique, mais aussi dans le monde syndical, plutôt un discours de la désespérance ou de la déploration, l'idée selon laquelle le syndicalisme est en difficulté, ce qui n'est évidemment pas complètement faux, mais surtout qu'il n'y aura plus de conflits et plus de résistance au travail. Alors, et évidemment, la période politique qu'on traverse actuellement contribue à alimenter très fortement ce sentiment, puisqu'on a, pour le dire de manière un peu caricaturale, le sentiment que tous les groupes sociaux sont organisés, sauf le salariat. Tous les groupes sociaux sont mobilisés pour peser, et pour le patronat de manière très efficace, sur la politique gouvernementale, mais que les organisations syndicales, elles, sont en peine pour mobiliser collectivement les salariés. Et puis, ce sentiment aussi d'un déclin de la conflictualité, qui frapperait plus violemment et plus fortement encore le secteur privé, est aussi alimenté par la lecture qu'on peut faire des statistiques dont on dispose sur la conflictualité au travail. Parce que généralement, lorsqu'on parle de conflit au travail, on le réduit à une seule dimension, la grève. Puisque c'est les seules statistiques qui sont véritablement publicisées, débattues dans la presse en particulier, et que si l'on prend l'indicateur des grèves, effectivement, dans une perspective sur ces 30 dernières années, on est plutôt sur une tendance à la baisse du nombre de jours de grève, et les chiffres y sont habituellement commentés, et donc qui entretiennent cette idée qu'il y a un déclin de la conflictualité, de la mobilisation collective des salariés. Alors, ces chiffres pourtant méritent d'être débattus. D'abord, je ne veux pas rentrer dans un débat trop technique, mais on dispose en France d'un bon outillage statistique, en particulier grâce à la DARES et grâce à des enquêtes approfondies qu'elle réalise. Et ce chiffre un peu fétichiste du nombre de jours de grève mérite d'être relativisé de deux manières. D'abord, donc là je m'appuie sur une enquête qui s'appelle l'enquête réponse. Si vous ne la connaissez pas, ces résultats sont accessibles. Ces grands résultats sont accessibles sur le site de la DARES et instructifs, parce qu'ils montrent d'abord que si on se place à moyen terme, sur la période 2008-2010 par exemple, vous avez 16% des entreprises comptant plus de 20 salariés qui déclarent avoir connu au moins un conflit avec arrêt de travail. Donc ce n'est pas non plus négligeable, et en tout cas c'est beaucoup plus que si on prend d'autres sources statistiques.
Et puis le deuxième apport considérable de cette enquête, c'est simplement de recenser d'autres formes d'action collective et de montrer que la grève n'est qu'une modalité d'action et que d'autres formes d'action collective se maintiennent dans les entreprises, que ce soit les pétitions, les manifestations, les rassemblements de salariés, et que si on aborde la question de la conflictualité au travail de ce point de vue-là, de manière plus élargie, alors on s'aperçoit que sur ces 3 années-là, 2008-2010, pourtant donc dans le contexte de démarrage de la crise financière, c'est quasiment 30% des entreprises qui déclarent avoir connu au moins une forme de conflit collectif au cours de ces 3 dernières années. Et puis il y a d'autres éléments que l'enquête renseigne moins bien ou plus mal, c'est ce dont on a plus parlé ce matin en particulier à travers l'intervention de Yves Clos, toutes les formes de résistance plus individuelles, larvées, diffuses, qui s'expriment dans les collectifs de travail, qui sont évidemment très difficiles à dénombrer, à recenser et à inscrire dans des indicateurs statistiques, mais je vous cite juste quand même 3 chiffres qui permettent de suggérer, en tout cas, que les politiques managériales mises en œuvre dans les entreprises n'ont pas forcément l'efficacité attendue de la part des directions. Que ce soit du point de vue de leur capacité à mettre au travail les salariés ou du point de vue de leur capacité à faire travailler les salariés par rapport aux objectifs de production qui leur sont assignés. Donc deux premiers chiffres. Dans ces entreprises toujours de plus de 20 salariés, quasiment 30% des directions d'entreprise déclarent avoir connu des problèmes de qualité de production et de plainte des clients. Donc des problèmes de qualité dans les produits vendus aux clients. Deuxième chiffre aussi intéressant, plus de 34% de ces entreprises déclarent que l'absentéisme est un problème dans leur entreprise. Et puis si j'élargis, 40% de ces mêmes entreprises qui déclarent qu'il y a eu dans leur établissement des arrêts de maladie répétés pour plusieurs salariés. Donc ces 3 indicateurs qui doivent être évidemment interprétés avec précaution, mais qui montrent en tous les cas que ça ne marche pas aussi bien que ce que voudraient les directions d'entreprise, en dépit des dispositifs, on va y revenir, d'actions managériaux très sophistiqués parfois qu'elles mettent en œuvre pour améliorer la productivité au travail, pour renforcer l'investissement des salariés dans leur activité professionnelle. Et d'ailleurs, dans le discours de nombreux experts, ou en tout cas qui se présentent comme tels des ressources humaines, et dans les formations qu'ils animent auprès des directeurs des ressources humaines, beaucoup mettent l'accent sur le fait que le principal problème de leur point de vue qu'ils ont à affronter dans les entreprises, c'est pas forcément les formes classiques de l'action collective, parce qu'ils ont le sentiment que c'est des choses face auxquelles ils savent réagir, qu'ils ont des techniques adaptées, je vais y revenir dans un instant, pour faire face à ces formes d'action collective et syndicale. Mais en revanche, le problème majeur à leurs yeux, c'est toutes ces formes d'indocilité au travail, toutes ces formes de résistance larvée, tout ce qu'ils appellent toutes les formes de désengagement, de retrait au travail des salariés, face auxquelles les directions sociales, on va les appeler comme ça, se sentent beaucoup plus désemparées et démunies. Et surtout, face auxquelles elles ont le sentiment d'être laissées seules par rapport à leur direction financière, économique, qui ont les manettes, évidemment, dans la définition des stratégies économiques et sociales de leur entreprise. Alors, c'est un discours qu'il faut prendre quand même un peu avec précaution, parce qu'à mon avis, il évacue trop facilement le maintien des formes de l'action syndicale. Mais il a au moins le mérite de rappeler ces formes de résistance larvées qui continuent de traverser les collectifs de travail et qui ne sont pas non plus, pour rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites aujourd'hui, simplement qui n'excluent pas les jeunes salariés. Il y a quand même souvent un discours un peu négatif sur les jeunes salariés qui sont perçus tout à la fois comme des salariés moins engagés dans le travail, moins professionnels que leurs aînés, et aussi beaucoup plus distants vis-à-vis de l'action syndicale. Bon, en réalité, nos enquêtes de terrain auprès des entreprises, elles démontrent pas l'inverse, mais elles démontrent que c'est beaucoup plus compliqué que ça. J'ai eu l'occasion de suivre de très très nombreux conflits d'entreprise, de très nombreuses grèves d'entreprise dans lesquelles les premiers salariés engagés les plus longuement, les plus investis dans l'action syndicale, c'était au contraire les jeunes salariés. Qui effectivement avant la grève étaient très très loin des syndicats, n'étaient absolument pas familiers de la culture syndicale, n'avaient sans doute pas connaissance de ce qu'était même un syndicat et ne voyaient pas trop à quoi servait le représentant syndical qu'ils fréquentaient dans leur entreprise, mais qui se révèlent, entre guillemets, à l'occasion de la grève, à l'occasion du conflit, et qui entrent
j'allais dire avec joie, dans le conflit. Et pour avoir suivi un conflit dans l'usine PSA Aulnay-sous-Bois qui a fermé il y a 2 ans, en 2005, j'ai pu les suivre sur une dizaine d'années, enfin sur les 8 ans. Ce sont eux qui ont porté la grève pendant 2 semaines en 2005, et ce sont eux qui ont réinvesti et fait vivre le syndicat dans l'entreprise jusqu'en 2008, et qui était encore à la tête du conflit qui a opposé ses salariés à leur direction lorsqu'elle a décidé de fermer l'usine. Simplement, donc il y a des formes. Ils expriment, ces jeunes salariés, ce que j'appelle des formes d'indocilité au travail. Ils sont très peu, ils adhèrent pas du tout au discours de l'entreprise, au discours managériaux. Ils adhèrent pas non plus nécessairement aux prescriptions de la hiérarchie. Au contraire, ils développent toute une série de formes de résistance très diverses. La difficulté étant pour les syndicalistes de trouver les modalités d'action, le travail militant, les formes d'action militante qui vont permettre d'aller au-devant des salariés et de les convaincre de l'utilité et de l'efficacité de l'action syndicale pour exprimer leurs griefs. Dernier point que je voudrais évoquer sur les formes actuelles de la conflictualité au travail, c'est sur les motifs de conflit qui sont déclarés, qui me semblent toujours aussi utiles pour déconstruire l'idée selon laquelle on serait que sur des formes de conflit défensif aujourd'hui. Parce que c'est évidemment les formes de conflit qui sont les plus développées, les plus médiatisées. Lorsqu'une usine ferme, lorsque des formes d'action syndicale un peu, j'allais dire, spectaculaires sont mobilisées pour attirer l'attention des médias, ça marche. C'est ce type de conflit qui intéresse les rédactions de presse, et donc ça alimente l'idée selon laquelle, surtout dans le secteur privé, les salariés se mobilisent uniquement lorsqu'ils sont dos au mur, lorsqu'on leur annonce la fermeture de l'entreprise. Bon, en réalité, lorsqu'on observe les motifs de conflit, y compris, je reviens encore sur cette période 2008-2010, donc y compris dans la période de crise, c'est les salaires qui sont encore et toujours les premiers motifs de conflit collectif, tels qu'ils sont déclarés. Viennent ensuite les questions de conditions de travail, relations avec la hiérarchie, et en troisième lieu seulement, même si évidemment c'est important, la défense de l'emploi, le maintien de l'emploi sur le site. Donc évidemment, les luttes pour la défense de l'emploi existent. Elles sont évidemment une dimension essentielle, aujourd'hui centrale et évidemment très préoccupante de l'action syndicale, mais il ne faut pas non plus réduire l'action syndicale uniquement à cela. Dans beaucoup d'entreprises, les conflits, les mobilisations collectives se développent aussi, en particulier à l'occasion des négociations annuelles obligatoires et sur les questions des salaires. Donc, en résumé, le déclin numérique des jours de grève, il n'implique pas du tout une disparition des conflits du travail, mais il signale plutôt à la fois le maintien de conflits sous des formes diverses, qui dépassent et de très loin la seule modalité d'action qu'est la grève, premièrement. Deuxièmement, ça signale aussi un élément qui contribue à rendre plus invisibles les conflits, c'est, par rapport aux années 70 en particulier, une très grande fragmentation des luttes syndicales. Aujourd'hui, l'essentiel des luttes syndicales ne se mène pas au niveau d'une profession, en dehors du public, ne se mène encore moins au niveau interprofessionnel. L'essentiel des luttes syndicales se déroule, s'organise au niveau des entreprises et j'ai même envie de dire au niveau des établissements. Donc il y a un très grand morcellement des luttes syndicales qui évidemment contribue à les rendre encore plus invisibles. Puisque, pour le coup, les journalistes, les médias s'en font très très peu écho. Alors, ces évolutions de la conflictualité, elles sont redevables, elles sont le résultat de plusieurs processus. D'abord, ça a été évoqué tout à l'heure par Thomas Coutreau, la fragmentation des luttes syndicales, c'est d'abord le reflet de l'atomisation, du morcellement très fort du salariat, sous l'effet à la fois de la disparition des grands bastions industriels, des stratégies aussi de filialisation, externalisation mises en place dans le secteur industriel, et sous l'effet du développement du secteur tertiaire qui, plus souvent que le secteur industriel, se construit autour de petits, voire de très petits établissements. Il y a un autre élément important qui contribue à cette fragmentation et à cette difficulté croissante des syndicats à coordonner l'action de leurs militants, c'est que d'abord, évidemment, ce morcellement du salariat implique un morcellement des organisations syndicales. Vous le savez, à la CGT, c'est plus de 20 000 syndicats regroupés à l'intérieur de la Confédération et 33 fédérations professionnelles. Et à ce morcellement organisationnel s'ajoute le fait que le développement de la négociation collective et sa décentralisation
au niveau des établissements et des entreprises a évidemment contribué à recentrer, j'allais dire quasi mécaniquement, l'essentiel de l'activité des militants d'entreprise au niveau de leur entreprise. Et on y reviendra sans doute dans la discussion, d'autant plus qu'ils sont très largement phagocytés, absorbés par tout le travail de négociation institutionnelle pour lequel aujourd'hui ils sont sollicités et auquel ils consacrent, et c'est bien logique et légitime, l'essentiel de leur énergie au détriment de la possibilité de s'investir dans d'autres formes d'action, ou en tout cas au détriment de la capacité à développer l'action syndicale au-delà des frontières de leur propre établissement. Alors, cette évolution de la conflictualité au travail, elle est aussi à mettre en perspective, ça je tiens toujours à le dire, surtout lorsque je m'exprime face à des militants du secteur public, des transformations internes aussi du syndicalisme et de la difficulté en fait des organisations syndicales à se redéployer dans les nouveaux secteurs professionnels. J'ai beaucoup travaillé pour mes propres enquêtes, surtout sur le secteur du commerce et des services, où ce qui ressort de manière évidente, c'est une pénurie de moyens d'action syndicale. Très peu de permanents, très peu d'argent dans ces conditions-là, et une très forte rotation du personnel liée à la rotation, donc des militants syndicaux. Et donc dans cette optique-là, vous avez une difficulté criante des organisations syndicales, tous sigles confondus, à organiser l'action collective des salariés et à la pérenniser dans le temps. Ils doivent consacrer des moyens considérables à la formation des militants syndicaux. Ce sont des univers professionnels dans lesquels il n'y a aucune tradition de lutte syndicale, donc aucune forme de transmission de l'action militante qui peut s'opérer comme ça peut s'opérer dans le secteur industriel, dans certaines grandes entreprises, ou bien dans le secteur public, où les jeunes salariés, les jeunes militants apprennent, j'allais dire, le travail militant au contact des plus anciens. Dans le secteur du commerce, c'est tout simplement pas possible. C'est tout simplement pas possible parce qu'il n'y a pas d'anciens militants, il n'y a pas de génération ancienne qui peut transmettre tout le savoir-faire accumulé dans l'action syndicale. Donc là où le syndicalisme me semble en difficulté, et encore une fois ça concerne l'ensemble des organisations syndicales, c'est dans sa difficulté à mutualiser les moyens à disposition de l'organisation pour permettre le redéveloppement de l'action syndicale là où elle est, et le syndicalisme là où il est absent. Et c'est évidemment un problème qui ne concerne pas uniquement les salariés de ces secteurs dépourvus de réelle implantation et tradition syndicale, puisque l'absence de véritable implantation syndicale dans des pans entiers du salariat joue évidemment contre ceux qui ont encore la chance de disposer de représentants syndicaux, puisque ça devient évidemment un argument qui leur est sans cesse opposé pour dire qu'ils n'ont pas de raison de se plaindre, que les conditions de travail et de salaire sont objectivement meilleures dans ces secteurs où les salariés sont encore organisés et peuvent donc mieux facilement défendre leurs intérêts collectifs que dans les secteurs où l'atomisation du salariat et l'absence de syndicats aboutit à ce que les conditions de travail et les niveaux de rémunération de ces salariés soient beaucoup plus faibles encore que dans les autres secteurs. J'en viens enfin à un dernier élément évidemment qui a son importance dans les facteurs qui contribuent à modifier les formes de la conflictualité. Ce sont évidemment les transformations, et à mon avis c'est impossible de les dissocier, transformation des modèles d'organisation productive, d'organisation économique et d'organisation managériale des entreprises. Je n'en fais pas la liste parce que généralement les militants syndicaux que vous êtes en sont déjà très avertis, que ce soit la diversité des statuts à l'intérieur des collectifs de travail, que ce soit la précarisation des salariés, précarisation au travail, précarisation dans le travail, précarisation des salaires, que ce soit encore la fin du capitalisme industriel et le rachat donc des établissements dans des grands groupes nationaux et souvent encore plus multinationaux qui ont pour effet objectif d'éloigner les centres de décision réels du pouvoir des entreprises des lieux où militent les militants syndicaux. C'est-à-dire que les militants syndicaux travaillent au contact de directeurs d'établissements dont les marges de manœuvre et les pouvoirs réels en matière d'organisation des salaires, enfin de détermination des salaires et d'organisation du travail sont en réalité très limités. Donc évidemment, dans ces conditions-là, ça donne le sentiment que le recours à l'action collective, le recours à la grève en particulier, apparaît inefficace, inutile, voire contre-productif. Dans des établissements où les militants syndicaux ne sont jamais au contact des vrais, entre guillemets, dirigeants, parce que ça alimente la crainte que ça va renvoyer une mauvaise image de l'établissement auprès de la direction centrale du groupe et que lorsqu'il y aura un plan de restructuration, c'est cet établissement-là qui sera sacrifié plutôt qu'un autre où les militants sont moins remuants, moins revendicatifs, etc. Donc, alors ce qui me paraît simplement important de rajouter sur ce point, c'est que les transformations du contexte économique et productif, elles créent des contraintes objectives
qui rendent plus difficile le développement de l'action syndicale, mais elles ont aussi pour effet de conduire certains militants syndicaux, et ils sont assez nombreux dans ce cas-là, à s'imposer des limites dans les formes de mobilisation qu'ils envisagent possibles ou utiles d'engager auprès des salariés. C'est-à-dire, comme je viens de le dire, par exemple, s'interdire de faire grève ou d'appeler à la mobilisation collective, de crainte de renvoyer une mauvaise image de l'établissement auprès de la direction centrale et donc de risquer d'accélérer un processus de restructuration, mais aussi parce que c'est insinué dans l'esprit de beaucoup militants syndicaux que l'action collective des salariés n'était plus possible, soit parce qu'ils ont l'image de salariés résignés. Et donc j'entends moi souvent dans les enquêtes, lorsque je leur demande est-ce que vous avez envisagé sur telle négociation ou sur tel problème d'organiser l'action avec les salariés, et la réponse est non, parce que de toute façon ça sert à rien. Donc il n'y a même pas la démarche. Alors, je généralise pas, c'est des situations mais quand même assez fréquentes dans beaucoup d'établissements où il n'y a même pas la démarche qui est engagée de proposer l'action par exemple aux salariés. Donc dans ces conditions, on est vraiment sûr qu'effectivement elle ne peut pas exister. Et donc dans beaucoup d'établissements, il y a une situation quasiment de décalage, de défiance réciproque qui s'installe entre syndicalistes et salariés, les salariés ayant le sentiment que les représentants syndicaux discutent avec la direction mais ne font rien pour eux, et inversement les représentants syndicaux qui ont le sentiment que c'est inutile d'aller au-devant des salariés parce qu'ils sont plus individualistes, pas intéressés et pas prêts à s'engager dans l'action syndicale. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, que c'est pas vrai en général, mais en tout cas, ça produit à des situations où se crée où se creuse l'écart et le décalage entre les attentes des salariés et ce que les représentants syndicaux ce qu'ils envisagent possible d'engager avec ces salariés. Alors, j'en viens enfin au dernier point sur lequel je vais m'attarder plus longuement. Évidemment, les difficultés de l'action syndicale, elles sont aussi à mettre en perspective, avec les stratégies que développent les directions d'entreprise et le management en particulier pour contenir, empêcher le développement de l'action syndicale dans leur entreprise. Alors sur ce sujet, les derniers travaux collectifs que l'on a réalisés, on a surtout d'abord cherché à insister sur le fait que on ne pouvait pas en fait avoir un discours consistant à parler de la politique patronale. Il n'y a pas un modèle de gestion des entreprises et donc il faut toujours être attentif au fait que ces nouveaux modèles productifs dont on vous a parlé depuis ce matin se mettent en œuvre sont des modalités en réalité très différentes, non seulement en fonction des pays, mais aussi en fonction des entreprises et des secteurs dans lesquels elles sont situées. Et nous, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que de la même manière que les modèles d'organisation de la production variaient d'une entreprise à l'autre, le type de relations que les DRH en particulier cherchent à construire avec leurs représentants personnels peuvent être sensiblement différentes. Si je schématise, il y a deux configurations. Des entreprises où l'attitude des directions est une attitude très agressive vis-à-vis des directions syndicales. On le retrouve en particulier dans le secteur des services, avec des salariés très peu qualifiés, où l'organisation du travail est basée sur un contrôle hiérarchique très fort, sur le recours à la sanction de manière fréquente, et sur une attitude donc très agressive et répressive même vis-à-vis des représentants syndicaux qui sont placardisés, marginalisés, dont on fait tout pour négocier le départ de l'entreprise. Bon, c'est une stratégie dans laquelle excelle par exemple McDonald's. Dès qu'il y a des collectifs syndicaux de jeunes salariés qui se constituent, la première préoccupation des directions de McDonald's, ça va être de négocier une transaction financière avec les représentants syndicaux pour négocier leur départ de l'entreprise. Donc tous les conflits, par exemple, qui avaient éclaté au début des années 2000 à Paris, dans toute la restauration rapide, de ces conflits-là qui avaient contribué à la création des premiers syndicats, il ne reste quasiment plus il ne reste plus de militants syndicaux dans ces restaurants parce qu'ils ont tous fini par accepter les propositions qui leur étaient faites par la direction, ce qui se comprend d'autant plus facilement que leur situation, que leur travail militant était très dur, un sentiment d'isolement très fort, donc qui a fait qu'au bout d'un moment ils ont fini par accepter la proposition des directions. Ceci étant, donc, c'est important de rappeler que les formes de répression syndicale continuent d'exister. Je renvoie aussi aux travaux, vous pouvez trouver sur Internet de Thomas Breda, qui a bien montré le poids des discriminations syndicales vis-à-vis des représentants syndicaux, qui gagnent de mémoire, toutes choses étant égales par ailleurs,
10% de moins sur leur salaire que les autres salariés. Donc c'est quand même un travail important pour rappeler que les représentants syndicaux ne sont pas déplanqués comme on l'entend souvent, et qu'ils payent pour certains lourdement le prix de leur engagement syndical. Mais pour autant, je pense que ça serait aussi réducteur de réduire les difficultés de l'action syndicale au maintien de ces formes de répression, parce que dans d'autres entreprises, ce que l'on observe de la part des directions d'entreprise, c'est des relations, j'allais dire, qui recherchent beaucoup plus la conciliation avec les représentants syndicaux, donc c'est-à-dire des stratégies qui consistent non pas à évincer, à éviter ou à empêcher l'installation des syndicats, mais qui cherchent à contenir les formes d'action syndicale les plus revendicatives, les plus contestataires, on va dire, et qui cherchent à créer les conditions pour qu'émerge une représentation syndicale plus disposée à négocier et surtout plus disposée à agir comme, pour parler comme les DRH, comme un partenaire social dans la mise en œuvre des politiques managériales. Donc ce type de stratégie sur laquelle je vais revenir, on le retrouve beaucoup plus souvent dans des secteurs industriels, dans des entreprises où, de toute façon, j'ai envie de dire, les directions n'ont pas le choix, la présence syndicale est là, elle est ancienne, elle est solidement enracinée, donc il faut pour elle faire avec, ce qui est quand même sensiblement différent par rapport au service. Et c'est aussi, autre élément de distinction important, des entreprises dans lesquelles il y a plus souvent qu'ailleurs des directions sociales très professionnalisées pour lesquelles c'est leur métier que de gérer les relations sociales avec les représentants du personnel. Et donc, qu'est-ce que l'on voit dans les stages de formation de ces DRH sur les techniques qui leur sont enseignées pour contenir les formes de conflits au travail et pour produire ce qu'ils appellent, eux, un syndicalisme fort. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent un syndicalisme fort? Ce n'est pas un syndicalisme comme vous l'entendez, c'est-à-dire c'est un syndicalisme qui a beaucoup d'adhérents. Un syndicalisme fort du point de vue des DRH, c'est un syndicat qui est quand même suffisamment implanté dans l'entreprise pour expliquer les accords négociés avec la direction et pour les faire accepter par les salariés. Donc c'est ce qu'on va appeler ici plutôt un syndicalisme réformiste. Donc il y a cette tension, il faut quand même un syndicat qui soit un peu implanté, sinon entre guillemets il va signer des désaccords mais il ne va pas être capable de s'en faire le relais auprès des salariés et donc il s'appliquera moins bien. Donc il faut qu'il soit quand même relativement implanté et il faut trouver les conditions pour que ce syndicalisme puisse jouer son rôle de médiateur auprès des salariés. Alors les techniques enseignées, elles s'articulent autour de 3 principes. Un premier principe qui est quand même instructif parce qu'il est révélateur des tensions et des contradictions internes à l'entreprise capitaliste. Le premier principe, c'est d'abord de réhabiliter auprès des RH la nécessité d'avoir des pratiques de gestion du personnel dignes ou héritées du paternalisme patronal. C'est-à-dire qu'on contre, avec un discours assez critique sur le fonctionnement des entreprises et des injonctions des directions financières, on rappelle la nécessité de gérer ce qu'on va appeler le facteur humain d'un point de vue RH, et donc la nécessité d'avoir une hiérarchie proche de ses salariés. Et donc la bonne figure du patron qui est vendue dans ces formations, c'est un patron qui connaît ses salariés, qui est capable, qui va les saluer, qui est capable de connaître leur vie de famille, de prendre des nouvelles du petit dernier, et de donner le sentiment que les salariés comptent, qui sont un individu reconnu dans l'entreprise, ils ne sont pas simplement un pion ou une case, un chiffre dans les process de travail. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est assez intéressant parce que ça va totalement à l'encontre des discours selon lesquels il n'y a plus besoin de hiérarchie de proximité. Au contraire, on revalorise dans ces stages la nécessité d'avoir une hiérarchie de proximité, en particulier parce que le rôle qui est attendu de cette hiérarchie de proximité, c'est de venir concurrencer les organisations syndicales dans la captation des doléances, des griefs, des plaintes des salariés. En gros, le discours, c'est les syndicats tirent profit du malaise, des mécontentements divers et variés des salariés pour s'en servir comme d'un carburant pour l'action syndicale. Si vous voulez contenir l'action syndicale dans votre entreprise, il faut que vous soyez, entre guillemets, le premier à vous saisir de ces problèmes. Et donc, il faut créer un canal hiérarchique qui va permettre, en concurrence avec le canal des IRP, de faire remonter les plaintes des salariés avant que les syndicats s'en saisissent et de façon à ce que la hiérarchie puisse le traiter, le problème, de manière individuelle et avant qu'il soit collectivisé ou réinscrit dans une problématique plus collective, par exemple d'organisation du travail ou bien de salaire par les représentants syndicaux. Le deuxième aspect qui est développé, c'est la valorisation des outils dits de l'observation sociale.
Donc ça, c'est la mise en place alors ça concerne surtout les grosses boîtes, les grosses entreprises, d'observatoires sociaux, dans lesquels la hiérarchie de proximité a encore un rôle à jouer, et qui consiste en fait à fournir des indicateurs de suivi du climat social. Et donc, dans cette optique-là, l'encadrement de proximité doit faire remonter des fiches à sa hiérarchie, dans lequel on relève tous les incidents de production, incidents entre les salariés et leur hiérarchie, incidents entre salariés entre eux, etc. Et puis, ça aboutit à des indicateurs vert, orange, rouge, en fonction pour donc mesurer un peu le climat social, de façon à ce que les directions soient en alerte. Lorsque le climat social se tend, avec une implication très, très pratique, le conseil qui est donné ne surtout jamais engager de négociation quand les voyants sont au rouge. Parce que ça pourrait être un moment propice précisément pour que plus facile en tout cas pour les organisations syndicales pour créer les conditions d'une mobilisation collective. Donc attendre que les voyants soient plutôt au vert pour engager des négociations avec les représentants du personnel. Enfin, le troisième levier managérial, c'est le développement de la négociation collective. C'est donc des RH, des experts qui se placent dans l'idée qu'il faut investir de manière offensive du point de vue des directions, la pratique de la négociation collective, comme d'un moyen de contenir les formes les plus conflictuelles de l'action syndicale. Alors, qu'est-ce que ça implique de leur point de vue? C'est d'abord la négociation collective, c'est un moyen d'occuper les représentants du personnel. Et donc, surtout, le conseil qui m'avait marqué à l'époque, qui était donné au DRH, un syndicaliste c'est toujours mieux de l'avoir avec vous dans votre bureau que plutôt de le laisser circuler auprès de ses salariés. Et donc ne pas hésiter à avoir une pratique de ce qu'ils appelle la porte ouverte, pas de questions sans réponse, toujours se montrer disponible auprès de votre représentant du personnel, lui donner le sentiment qu'il compte, que vous l'écoutez, et que même si vous n'apportez pas de réponse, vous avez entendu sa plainte, et que vous la comprenez, donc faire preuve d'empathie vis-à-vis d'eux. Donc c'est d'abord un moyen d'occuper les représentants du personnel, de cultiver l'image d'une direction ouverte, disponible, à l'écoute, qui n'est pas enfermée dans sa tour d'ivoire. Et puis, surtout, c'est investi le développement de la négociation collective comme un moyen, entre guillemets, d'acheter la paix sociale. C'est-à-dire de conforter en particulier ou de réorienter le syndicalisme vers une pratique plus réformiste, plus négociatrice de l'action syndicale. Et pour cela, donc, tout un ensemble de techniques d'action sont préconisées pour créer les conditions de ce qu'on va appeler les accords gagnant-gagnant. Donc c'est assez simple. Enfin, il y a deux principes simples. C'est d'abord conseil donné au DRH de choisir leur interlocuteur syndical. Et donc d'axer la stratégie de négociation de la direction non pas dans la recherche illusoire de leur point de vue d'un accord qui engloberait tous les syndicats, mais de rechercher l'accord avec ceux qu'ils estiment les plus disposés à donner leur accord. Donc, autrement dit, le plus souvent, dans leur optique, rechercher l'accord avec la CFDT ou Force ouvrière en fonction des contextes professionnels. Et donc, en particulier, puisque je parle devant une assemblée de CGTistes, on leur dit méfiez-vous de la CGT parce qu'ils parlent très fort, ils occupent le terrain dans la négociation et ils vont vous faire oublier que vos interlocuteurs syndicaux, c'est pas eux, c'est ceux qui sont à côté d'eux. Donc, ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas déborder et surtout continuez à discuter surtout avec les autres, quitte à développer les contacts bilatéraux. Bon, ça vous connaissez assez facilement. Bon, la deuxième idée, c'est que pour construire un accord gagnant-gagnant, il faut donner le sentiment d'avoir fait des concessions pendant la négociation. Donc la technique est assez simple, et je pense que la partie syndicale adopte aussi la même stratégie, c'est qu'il faut fixer des objectifs très élevés du point de vue patronal. Sagataz fait la même chose constamment depuis un an, en demandant des choses dont il sait très bien qu'il ne les obtiendra pas, en tout cas pas tout de suite. Et donc c'est un moyen ensuite d'obtenir dans la négociation d'autres concessions, de faire avancer d'autres revendications patronales qui sont en réalité souvent l'objectif initial des directions, mais qui permettent de les obtenir tout en donnant le sentiment que la direction a entendu, fait un pas en direction des représentants syndicaux. Bon. Et ces concessions, elles sont surtout pensées, alors pour légitimer l'accord du point de vue patronal, pour donner le sentiment que c'est un accord, que c'est une décision non pas unilatérale, mais issue d'une discussion avec les représentants des syndicalistes, mais parce que c'est aussi une manière de conforter les syndicats dits réformistes dans leur rôle. C'est-à-dire qu'on dit au DRH, si vous voulez que ces syndicats
puissent, entre guillemets, vendre l'accord, justifier l'accord, leur signature aux salariés, il faut aussi que vous leur donniez des arguments qui vont leur permettre de légitimer leur position dans la négociation auprès des salariés. Donc il faut faire des concessions qui vont permettre aux représentants syndicaux, entre guillemets, de jouer leur rôle, de dire, regardez, on a obtenu quand même des choses pour vous, bon, il y a des concessions, mais c'est du donnant-donnant, donc il faut quand même consentir à donner des choses. Hein. Donc c'est une pratique évidemment très politique de la négociation. Alors, ceci étant dit, voilà tel qu'on l'enseigne. Est-ce que ça a des effets? Alors, si je reviens sur l'enquête-réponse, c'est quand même quelque chose d'assez instructif aussi de cette enquête. Ça sera un peu mes mots de conclusion. D'abord, le développement de la négociation collective met en difficulté, je pense, sous certains aspects, indiscutablement les équipes militantes d'entreprise, parce qu'elles sont tout simplement submergées par les chantiers de négociation qui sont sans cesse ouverts, et que ça entraîne nécessairement soit une dispersion des équipes militantes, soit parce que ça implique, du point de vue des équipes militantes, d'arbitrer, de faire des choix, d'investir plus de négociations que d'autres. Et c'est, à mon avis, une des raisons qui explique, par exemple, la difficulté beaucoup d'équipes militantes à investir les négociations sur la pénibilité au travail, ou les débats sur les questions de qualité de vie au travail, dont on s'aperçoit d'abord que ce sont des négociations qui sont très peu souvent engagées, qu'elles produisent très peu de résultats concrets à l'issue de ces négociations, et dont on s'aperçoit surtout dans nos enquêtes que les négociations s'engagent à l'initiative des directions d'entreprise qui voient précisément l'occasion d'entretenir le dialogue social avec les représentants du personnel, et même elles y voient un intérêt d'autant plus grand qu'elles sont en difficulté pour faire des concessions sur les négociations salariales. Donc on ouvre un autre chantier de négociation sur lesquels on va avoir un peu plus de marge de manœuvre pour faire des concessions aux représentants du personnel. Mais le paradoxe, c'est qu'on s'aperçoit que généralement les représentants du personnel sont très peu investis sur ces négociations. Non pas parce qu'ils adhèrent ou parce qu'ils sont d'accord avec ce qui est proposé par la direction, c'est pas du tout le cas. Généralement, on entend un discours très critique de la part des représentants syndicaux, mais parce qu'à leurs yeux, ça n'apparaît pas comme la négociation prioritaire, parce qu'ils ne s'estiment pas forcément compétents, ne pas avoir les moyens pour mener de front les négociations salariales, les négociations qualité ou pénibilité au travail. Dans le même temps, on s'aperçoit que c'est quand même dans les établissements où les négociations collectives sont les plus nombreuses que les conflits sont également collectifs les plus nombreux. Donc la négociation collective, elle ne produit pas de pacification des relations professionnelles. Ça, c'est un autre résultat fort et constant des enquêtes qui sont menées depuis une vingtaine d'années, et qui va totalement à l'encontre du discours selon lequel s'il y a de la conflictualité en France, c'est parce qu'on ne négocie pas assez. Bon, c'est exactement l'opposé que l'on observe dans les entreprises. Précisément là où il n'y a pas de négociation collective, généralement, il n'y a même pas de conflit collectif non plus, et c'est précisément parce que généralement, il y a une présence syndicale très faible, donc qui n'est pas en capacité ni de faire appliquer le code du travail, ni de créer les conditions d'une négociation collective, ni même de créer les conditions d'une mobilisation collective des salariés. Dernier résultat, et puis je laisserai place à la discussion. Est-ce que ces politiques managériales ont un effet? On peut aussi en douter, ou en tout cas nuancer, et donc montrer qu'il y a des capacités de résistance dans le salariat et chez leurs représentants syndicaux. C'est que dans les entreprises où sont mis en place les dispositifs de management dit participatif, boîte à idées, cercle d'expression de qualité, etc., on n'observe pas de lien sur le niveau des conflits. Donc il n'y a pas de baisse des conflits. Bon, ce résultat est un résultat instructif en soi. C'est l'idée, enfin ça suggère également que la mise en place de ces politiques managériales, aussi entre guillemets innovantes soient-elles, n'implique pas non plus une disparition des conflits. Elles échouent en tout cas dans leur objectif initial qui était de faire disparaître les conflits. Donc en résumé, c'est des politiques managériales qui mettent objectivement en difficulté sous différents aspects l'action syndicale, ça c'est incontestable, mais qui ne réussissent pas non pour autant à la faire disparaître, à faire disparaître les formes de conflit. Elles contribuent plutôt à recomposer, à redéfinir les conditions dans lesquelles l'action syndicale est possible. Voilà, je vous remercie. Merci Baptiste. C'est une intervention qui est pleine d'espoir puisque tu refais réintervenir le conflit sous différentes formes. Alors bien sûr, elle posait de façon sous-jacente la question de l'évolution du management, de l'évolution de l'organisation du travail, peut-être de l'évolution de la typologie des conflits, du mode d'expression des conflits, des personnes qui s'y engagent.
Alors tu nous renvoies directement à la question aussi de l'évolution de nos pratiques syndicales par rapport au conflit. Donc je propose d'ouvrir le débat sur ce point. Oui, la première partie de mon intervention, ce sera plutôt un témoignage, puisque pour revenir sur la dernière partie de ton intervention, qui est acheter la paix sociale en investissant le terrain de la négociation. Je crois qu'on est en plein dedans à la communauté urbaine de Strasbourg. Alors on a connu deux formes, avec une droite dure il y a une quinzaine d'années maintenant, une droite dure, dans laquelle les syndicalistes, ceux qui osaient lever la tête, étaient matraqués, véritablement matraqués. Puis une autre équipe municipale qui a changé de stratégie, et on se retrouve complètement aujourd'hui avec le fait d'acheter la paix sociale en investissant le terrain de la négociation. Alors par une technique qui est simple et qu'ils ont appelée la tenue de l'agenda social. L'agenda social, c'est une forme de discussion organisée avec toutes les organisations syndicales, dans lequel l'employeur maîtrise à la fois l'ordre du jour et le calendrier. Un véritable piège. Piège qui est accentué par la présence de 9 organisations syndicales, la CGT Sud, et ensuite des organisations qui sont des organisations réformistes. Donc un véritable piège, c'est-à-dire que si on ne rentre pas dans la logique de l'agenda social, les autres syndicats obtiennent quelques miettes en disant « nous avons obtenu que », alors que la CGT a revendiqué très dur autre chose. Un véritable piège, un véritable casse-tête à vivre au quotidien pour nous, qui demande pour nous d'avoir une pratique syndicale complètement différente et de dire la formulation des revendications même doit se faire à la base avec les agents. Si on ne fait pas ça, s'ils ne déterminent pas eux-mêmes les revendications, on ne sait pas comment va être déplacé le curseur et à quel moment on peut dire on a gagné, on a perdu dans un conflit. Mais c'est un véritable piège et je te remercie de l'avoir soulevé parce que ça permet véritablement d'éclairer. Et alors que ce soit théorisé à ce point, voilà, c'est quelque chose qui me sidère un petit peu. Je ne suis pas naïf, je savais que ça existait, on dénonce depuis longtemps la pratique de l'agenda social, mais véritablement la manière dont tu le présentes permet d'éclairer les choses. Autre chose, lorsque tu parlais de formes de résistance larvée, on est aussi un petit peu confronté à ça, donc, dans lequel, moi je placerais, je ne sais pas si tu l'as dit, mais je placerais l'absentéisme. L'absentéisme, c'est aussi une forme de résistance larvée et individuelle, qui est perturbateur pour l'employeur, mais dans cette forme de conflit-là, il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas par rapport au conflit syndical, c'est de dire, à aucun moment, dans cette forme d'action, on se retrouve en capacité de négocier quelque chose et de pouvoir sortir, d'identifier la cause du malaise et de pouvoir sortir par le haut d'une négociation parce qu'on a identifié les causes et on a obtenu quelque chose. C'est peut-être une distinction vraiment importante à faire. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Sur les luttes plus sectorielles, plus corporatistes et un peu moins visibles, oui, je crois que c'est la réalité, on le déplore tous les jours, mais je crois que c'est aussi tenant à ce qui a été développé ce matin avec l'éclatement du monde ouvrier. Je disais avec un petit peu d'ironie ce matin que le troupeau de moutons, il n'était pas homogène, mais aussi ça a cette conséquence-là sur la tenue des luttes. Alors, il y avait une autre question au milieu de la salle. Oui, moi j'aimerais rebondir sur la question de la santé au travail et justement je m'interroge sur ce que vous avez dit par rapport aux entreprises où il y a des collectifs et des syndicats qui sont là pour finalement accompagner les salariés et provoquer le conflit. Et justement la santé, un parallèle entre justement la présence des syndicats et des conflits et la santé des salariés. Moi, comme ça, j'imaginerais que la santé des salariés va mieux s'il y a justement plus de conflits et plus de négociations. Mais est-ce que c'est la réalité? Je ne sais pas.
Oui, vous parliez de réformisme syndical. Récemment, il y a quelques mois, j'ai lu un article sur des anciens syndicalistes qui étaient devenus, c'est déjà dans les années 70 je crois, qui étaient devenus conseillers en entreprise. Donc pour désamorcer les techniques en face des syndicalistes, etc. Vous pouvez peut-être développer ce sujet-là du réformisme syndical, si vous voulez. Baptiste, que t'inspirent ces questions ou ces remarques? Pour rebondir directement sur la dernière, oui, effectivement, dans les cabinets que j'ai observés, les consultants ont des profils différents, mais qui oscillent autour de 3 figures idéales typiques, on va dire. Vous avez le DRH reconverti, qui a fait une longue carrière de DRH et qui fait ses réseaux professionnels pour ensuite, avec une longue carte de visite, vendre ses services et ses conseils à d'autres DRH. Vous avez des gens qui ont un profil plus proche de l'univers académique, qui réinvestissent le marché du conseil parce qu'il est très lucratif, beaucoup plus que la rémunération universitaire. Et puis, effectivement, troisième profil, des militants syndicaux reconvertis. Jean Caspar, par exemple, pour citer un consultant connu et reconnu, a son propre cabinet et animé un des stages que j'avais observé. Mais il y en a aussi d'anciens de la CGT. Effectivement, j'ai connaissance de certains dans l'Est de la France, un peu partout. Donc, effectivement, il y a ce profil-là. Ça s'explique aussi enfin, c'est pas pour justifier, ça s'explique par le fait que c'est un des rares métiers, une rare profession où les compétences militantes acquises par les représentants syndicaux peuvent être reconverties en savoir-faire professionnel reconnu. Du coup, parce que ça intéresse vachement les DRH d'avoir le point de vue d'anciens responsables syndicaux sur la manière de gérer un conflit et de comprendre ce qui se joue et comment un syndicaliste appréhende de son point de vue ce type de situation pour mettre en place des stratégies pour contenir l'action syndicale. Est-ce que la santé va mieux lorsqu'il y a du conflit? Alors moi, je n'ai pas connaissance de chiffres statistiques là-dessus. Peut-être que Thomas aura. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des enquêtes sur le lien sur les corrélations entre présence syndicale et performance économique des entreprises, qui va à l'encontre des préjugés là aussi, parce qu'il montre que que les entreprises qui disposent d'une présence syndicale sont plus performantes économiquement que les entreprises qui n'ont pas de présence syndicale. Mais alors au-delà du chiffre, moi d'un point de vue personnel, j'ai envie de dire, oui, bien sûr que le conflit aide à aller mieux. Alors après, évidemment, tout dépend, parce que j'ai pas eu le temps de revenir en détail sur tout dépend la dynamique du conflit, la gestion du conflit. Parce que il y a beaucoup d'entreprises, aussi industrielles en particulier, qui sont en proie à des processus de restructuration permanents depuis 20, 25, 30 ans. Et que ces processus de restructuration ont suscité au début beaucoup de résistance, beaucoup de conflits collectifs, beaucoup de grèves longues, dures, mais qui ont été entre guillemets perdues, en tout cas qui n'ont pas empêché la mise en place des restructurations et des plans de licenciement en particulier. Et que, du coup, évidemment, l'issue de ces conflits génère une forme de traumatisme un petit peu, surtout chez les plus anciens salariés. Et c'est ça d'ailleurs qui expliquait, je parlais tout à l'heure l'exemple de PSA Aulnoy-sous-Bois, que ce soit le plus jeune salarié qui soit plus facilement disposé à rentrer en grève lorsque la grève se redéclenche, parce qu'ils n'ont pas vécu cette expérience malheureuse de la grève 30 ans au préalable, et donc ils ne sont pas traumatisés entre guillemets, donc sont beaucoup plus frais, beaucoup plus disposés, en tout cas moins hésitants à entrer dans l'action syndicale que les aînés, qui ont eu cette expérience malheureuse et puis qui sont aussi beaucoup plus usés par le travail. Et qui, dans ces entreprises, on espère qu'il y a une chose, c'est croise les doigts pour que l'entreprise tienne jusqu'à leur retraite, quoi. Chez beaucoup de salariés des entreprises industrielles, c'est des discours quand même récurrents que l'on entend, où les salariés attendent surtout comptent les jours qui leur restent et les mois qui leur restent avant de pouvoir partir à la retraite. Et donc beaucoup plus difficile à organiser syndicalement. Mais autrement, des expériences de conflit ont permis de montrer que lorsqu'elles sont entre guillemets réussies, c'est lorsqu'elles aboutissent à une satisfaction même partielle, et surtout lorsque c'est les premières grèves, ça crée une dynamique et ça contribue à la structuration des collectifs de travail, puisqu'on en parlait ce matin, de manière prodigieuse, parce que précisément à l'occasion de ces conflits, se nouent généralement pour la première fois des discussions que Yves évoquait ce matin, des discussions sur le travail, sur le rapport au travail, qui n'avaient jamais pu se mener avant et qui se font dans la cour d'établissement, sur le pick and grève, etc., qui sont l'occasion des fois pour les salariés de faire connaissance
Bon, ils se côtoient effectivement, mais ils ne se connaissent pas et on discute, etc. Donc c'est un effet de structuration du collectif de travail qui fait que lorsque ça, entre guillemets, se termine bien du point de vue salarié, ces conflits, ça entraîne une dynamique de remobilisation beaucoup plus longue qui dépasse largement généralement le temps du conflit, qui entraîne des formes de remobilisation qui ne vont pas forcément, ça ne va pas être la grève tous les 4 matins bien sûr, mais des formes de résistance collective beaucoup plus fortes que ce qui existait au préalable. Quant à l'absentéisme, oui, je l'ai évoqué, effectivement, c'est une des formes. Toute grande entreprise, entre guillemets, un de ses principaux indicateurs, enfin, il y a 2 indicateurs, c'est le taux de rebut, le taux de retour des pièces et le taux d'absentéisme. C'est les 2 principaux, et accidents du travail aussi pour des raisons financières. Mais c'est les 3 grands indicateurs que normalement tout bon RH doit avoir dans son bureau. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui les met en difficulté. Sérieusement, en particulier dans des entreprises où le savoir-faire professionnel requis pour les salariés est important et il n'existe pas, ou ils n'ont pas sur le marché du travail des salariés compétents pour les remplacer. Donc ça, c'est un problème majeur pour l'organisation de la production. Mais c'est effectivement aussi un problème, enfin ça met aussi en difficulté les organisations syndicales, parce que c'est une difficulté réelle pour appréhender les causes du malaise qui s'exprime et à le retraduire dans une perspective plus, j'allais dire, combative et collective de la part du salarié. J'ai envie de revenir sur une question simple, un peu au terme de cette journée. Le conflit souvent fait peur et parfois on a tendance à le situer en dehors du travail, en dehors du monde du travail, en disant aussi qu'il est réservé à une minorité. Alors ce matin, on a parlé de la dispute professionnelle, on a parlé des regards contradictoires, mais au bout de cette journée, on peut bien dire quelque part que le conflit fait pleinement partie de l'activité travail. Yves, est-ce que vous nous... C'est à moi. Alors là, oui, je réponds oui. Alors, oui, voilà. Mais je dirais même que l'activité, c'est un conflit. Ouais. Est-ce que c'est quoi l'activité? On ne va pas faire un séminaire sur l'activité maintenant, mais l'activité, elle est simultanément, j'allais dire, dirigée vers son objet, c'est-à-dire ce qu'on cherche à faire ou ce qu'on cherche à dire, et puis elle est dirigée vers l'activité des autres qui portent sur cet objet. C'est une sorte de triade vivante, l'activité. Et ça, c'est un vrai conflit, quoi. Par exemple, je vais donner un exemple. Mon activité à moi. Alors, c'est pas un conflit social, hein, c'est pas une grève, c'est pas... Mais mon activité à moi. J'ai souvent l'habitude j'ai souvent l'occasion de faire des conférences comme ça, quoi. Et sur le même objet, hein. Et si je fais une conférence sur cet objet-là, par exemple sur la conflictualité ou la qualité du travail, ou si je fais une conférence comme ça m'arrive assez fréquemment quand même, pour des dirigeants, et puis quand je fais à peu près la même chose, parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est à peu près la même chose, en tout cas c'est le même objet. Et quand je fais une conférence ou une intervention ici, là, avec des syndicalistes CGT en plus, voilà, on est plutôt dans l'idée que la conflictualité ça les gêne pas et qu'ils cherchent à l'instituer, à l'instruire. Bon, c'est la même activité, hein. C'est la mienne en tout cas, mais franchement elle est conflictuelle parce que comme elle n'est pas adressée aux mêmes, je serais intéressé d'ailleurs de pouvoir comparer sur la même thématique ce que je peux en dire dans un cadre comme ça et ce que je peux en dire devant des dirigeants d'entreprise. J'ai moi le sentiment absolu que je dis la même chose, franchement, hein. Mais je pense que le fait que le destinataire de mon discours soit pas le même a des effets sur la manière dont je définis l'objet et même ce que je dis. Je suis à peu près persuadé. Ça, c'est un conflit. Alors, vous voyez, moi, je me fais, au fond du conflit, une idée assez généralisée, hein. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait d'activité humaine sans ce type de conflit-là. Si ce genre de conflit est institué, ça peut être très, très intéressant pour réfléchir sur sa propre activité. Voilà. D'ailleurs, dans les méthodes que nous utilisons, on s'efforce de changer le destinataire. Par exemple, c'est pas pareil qu'un salarié parle à un chercheur de son activité et puis qu'il parle à un collègue de travail de son activité. On a remarqué que ça produisait des différences assez fantastiques, quoi. Voilà. Parce que quand un chercheur qui s'occupe de santé au travail arrive dans une entreprise, on en profite pour lui ramener la brouette
des difficultés. Au passage, il y a quelques histoires qu'on se raconte parfois. Mais si c'est un collègue de travail, on ne peut pas lui dire exactement la même chose, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des conflits. Alors, vous voyez, moi, je me fais... bon, c'est, j'allais dire, le conflit minimal, mais absolument quotidien, quoi. Et là-dedans, on peut instruire derrière des conflits de critères qui sont la source des conflits que j'ai évoqués ce matin. Donc moi, ma conclusion, c'est vive les conflits. Ils ne sont pas tous les mêmes, parce qu'entre celui-là et puis la grève que vient d'évoquer Baptiste, il y a quand même un monde, hein. Mais je pense qu'il n'y a pas de possibilité de développement de l'activité humaine sans conflit. Voilà, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il n'y a pas de développement possible sans contradiction. Donc au fond, si on veut du développement, si on veut du changement, il faut chercher la contradiction, l'instituer et la travailler, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'est une conclusion, mais... Si, merci. Est-ce qu'il reste des questions ? J'observe une nouvelle stratégie qui consiste à, d'emblée, parler du budget. Je travaille au Conseil général et dans toutes nos rencontres avec la direction, on nous présente le budget et notamment les contraintes budgétaires, les réductions budgétaires. Et ça consiste à nous faire passer pour des gens irresponsables qui vont revendiquer des choses alors qu'il n'y a pas les moyens financiers nécessaires. Et ce phénomène s'est vraiment accentué avec la réforme territoriale, hein, où c'est ça qui nous est systématiquement opposé. Et je ne sais pas trop comment on peut lutter contre ça. C'est assez difficile quand commence une négociation. D'emblée, on nous présente ce budget qui semble verrouillé. Je veux bien essayer de répondre à ça. Allez, Daniel, que faire ? C'est intéressant. Ça marche. Mais non, ça marche ou ça marche pas, à la main ou pas. Ça marche. C'est une question très intéressante parce que en écoutant les échanges, je me disais que quand même un des problèmes fondamentaux qu'on a dans ce management moderne, d'ailleurs à la différence des directions antérieures sous le taylorisme, c'est qu'on réfute a priori toute idée de conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'on postule d'emblée qu'il y a une convergence, un consensus et que tout le monde doit ramer dans le même sens, qu'on est confronté à une même problématique et qu'on doit s'en sortir de la même manière, que la façon dont l'entreprise choisira de s'en sortir, c'est la seule valable et elle est valable pour les salariés aussi. Et c'est leur intérêt, l'intérêt des salariés se confond avec l'intérêt de l'entreprise. Et c'est là où il y a une arnaque au départ complète. Parce que dans le contrat de travail, qui est un contrat de subordination, s'il y a subordination, ça veut dire qu'on est dans une logique qui est d'ailleurs une enclave. C'est toi qui parlais de 3 logiques démocratiques, écologiques et du travail. La logique du contrat de travail, qui est un contrat de subordination juridique, elle est en contradiction avec l'idée de démocratie. Parce que dans une démocratie, on n'appartient à personne. On s'appartient à soi-même, dans une démocratie politique. Or, dans le contrat de subordination, parce que le temps de travail a été acheté par l'employeur, le temps de travail du salarié appartient à l'employeur qui doit l'utiliser de la façon qu'il estime la plus efficace et la plus rentable. Bon, il y a quelque chose un contentieux inépuisable dans ce contrat de subordination et ce contrat devrait être mis en question en tant que tel. Et le conflit, il est là. Donc, de la part du management de dire nous sommes tous soumis, logés à la même enseigne, c'est une arnaque de départ. Dans les années des 30 Glorieuses, quand il y avait les organigrammes dans l'entreprise, les organigrammes représentaient en haut la direction, en triangle, au milieu les cadres et en bas les employés subalternes. Quand vous allez maintenant voir les organigrammes dans les entreprises modernes, vous trouvez en haut le client ou le marché et en bas du triangle
au même niveau les cadres, la direction et les employés subordonnés. Ce qui est une représentation complètement fallacieuse des enjeux. Les salariés et les directions, leurs employeurs, n'ont pas les mêmes intérêts. Ne serait-ce que si on considère que du point de vue de l'employeur, il est intéressant d'utiliser au maximum la force de travail en permanence de façon optimale sur 5 ans, ça signifie pour un salarié qui va être usé largement avant d'arriver au temps de la retraite. Donc le salarié doit s'économiser physiquement et psychologiquement. Le point de vue de l'employeur, au contraire, c'est de tirer le maximum de la mobilisation et de la mise au travail de son salarié. Là, il y a un contentieux, mais qui est évident. Il y a un contentieux au niveau financier aussi. L'employeur a intérêt, et ça a été dit, 7 à 8%, tu disais, de chômage nécessaire pour éviter que les salariés ne réclament des augmentations indues de salaire. Donc il y a un conflit d'intérêts évident en termes financiers, en termes de santé physique et mentale, etc. Or, c'est quelque chose qui est complètement mis de côté lorsqu'il y a une représentation des intérêts des salariés et des intérêts de l'entreprise à travers les formes de négociation qu'on connaît. Je crois qu'il faut au départ dire non, on va rentrer, si on entre en négociation ou si on entre ne serait-ce qu'en discussion, partant de l'idée qu'il y a confrontation d'intérêts, on peut éventuellement chercher des compromis, chercher des zones d'équilibre, mais on ne les trouvera que si on part du point de vue qu'il y a des intérêts fondamentalement contradictoires. Thomas, un mot peut-être pour conclure aussi. Juste un mot là-dessus. Je pense que oui, on peut postuler qu'il y a des conflits d'intérêts et ils sont là, mais je trouve que la question qui est posée là, c'est plus la question des leviers, c'est-à-dire comment, face à une direction qui arrive avec un budget bouclé, ça se trouve dans toutes les structures, comment est-ce qu'on fait valoir l'intérêt du travail? Et l'intérêt du travail, c'est pas seulement l'intérêt du travailleur, c'est aussi l'intérêt dans le cas des services publics, c'est aussi l'intérêt des usagers. Donc comment est-ce qu'on construit une alliance avec les usagers? Comment est-ce qu'on favorise l'expression des usagers sur leurs besoins? Et comment est-ce qu'on arrive comme ça à montrer éventuellement qu'avec le budget qu'on a, on ne peut pas décemment satisfaire les besoins des usagers? Et c'est là qu'on introduit vraiment l'utilité sociale du travail dans la discussion et qu'on peut construire des alliances à l'extérieur de l'entreprise. Je sais que c'est très très difficile. Je sais que il y a rarement des associations d'usagers puissantes qui frappent à la porte du syndicat pour dire travaillons ensemble pour construire un meilleur service public. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Mais en même temps, je pense que si on n'a pas cette démarche-là de revenir toujours à la finalité du travail, à quoi sert notre travail et pourquoi il est utile et pourquoi, quand on nous coupe les crédits, quand on ne nous remplace pas les départs, ça porte finalement atteinte à la qualité du service et donc ça porte atteinte aux usagers. Je crois que si on n'arrive pas à démontrer ça concrètement par des alliances concrètes avec certains usagers, peut-être pas, ils ne sont pas peut-être suffisamment organisés ou suffisamment revendicatifs ou combatifs pour que ça fonctionne partout. Mais en tout cas, cette préoccupation-là me semble essentielle si on veut sortir, encore une fois, de ce face-à-face trop inégal entre un système qui écrase, qui a une logique écrasante, et des salariés qui sont là face à ce système et qui doivent se prévaloir de l'utilité de leur travail pour se défendre et pour imposer d'autres logiques de la qualité de leur travail. Nous arrivons au terme de cette journée. Nous avions prévu de donner la parole à Karim pour la conclusion peut-être de ce colloque. Tout d'abord, je souhaiterais qu'on remercie les intervenants pour la grande qualité des interventions. Cette qualité a d'ailleurs été démontrée par aussi la qualité des débats que nous avons eus aujourd'hui dans la salle sur les différents sujets. Et pour cela, je vous propose de les applaudir. Ça a été une journée extrêmement dense.
Et pour conclure relativement rapidement, j'aimerais revenir sur un certain nombre de choses qu'on a entendues qui me paraissent pour moi être des choses extrêmement fortes. Déshumanisation du travail, désappropriation du travail. Le travail est une notion politique. Conflit du capital avec l'écologie, le travail et la démocratie. Et pour terminer, les pratiques managériales utilisées par le patronat pour museler quelque part l'activité syndicale. Par rapport à ça, et ces différents termes, et j'ai volontairement schématisé un certain nombre d'interventions, le conflit social. La réflexion maintenant qui s'ouvre à nous est de savoir où on place le conflit social par rapport à ce que nous avons entendu. Où est-ce qu'on le place par rapport à ces notions que nous avons entendues depuis ce matin? Comment allons-nous l'utiliser? Comment allons-nous créer le collectif qui nous donnera la force nécessaire pour changer le système? Et à la fin de ça, quelle est la place que la base donnera au syndicalisme? Quelle est la force que vous donnerez aux syndicats pour mener ce conflit social? Aujourd'hui, maintenant, le colloque se termine, mais la réflexion commence. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention et encore remercier les intervenants. Merci.